La Chine mérite notre gratitude et notre respect. Je pense que l'Organisation mondiale de la santé devrait avoir honte. Ils sont devenus les porte-paroles de la Chine. Je ferai l'éloge de la Chine encore et encore. Faire l'éloge de la Chine pour sa transparence, n'importe quoi. Sous la direction du Dr Tedros, l'OMS a joué un rôle majeur contre le Covid-19 et ses bons résultats sont applaudis par la communauté internationale. Le mensonge chinois a permis à la maladie de contaminer le monde entier. La Chine et les États-Unis peuvent gagner tous les deux en coopérant ou perdre en s'affrontant. Malheureusement, au coronavirus s'ajoute un virus politique qui se propage aux États-Unis. Ce virus politique profite de chaque occasion pour dénigrer la Chine. Le 23 janvier 2020, la Chine reconnaît qu'une épidémie nouvelle frappe la ville de Wuhan, au centre du pays. Le régime décide de confiner des dizaines de millions de Chinois, désormais privés de liberté. Ils sont les premiers d'une longue liste qui va dans les prochaines semaines traverser tous les continents. Pourtant, le même jour à Genève, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé continue de se montrer rassurant. Make no mistake, this is though an emergency in China. But it has not yet become a global health emergency. Depuis plusieurs semaines, les informations en provenance de la Chine sont chaque jour plus inquiétantes. Les premiers cas se seraient déclarés fin 2019 à Wuhan, dans la proximité d'un marché où les animaux sauvages sont vendus vivants. Un coronavirus nouveau aurait pu ici se transmettre de l'animal vers l'homme et commencer à faire ses premières victimes. Les médecins qui voient arriver les premiers cas à l'hôpital de Wuhan et qui tentent d'alerter les autorités sont arrêtés par la police pour diffusion de nouvelles alarmistes. C'est la période du Nouvel An chinois, les vacances les plus importantes du pays, et pour le régime de Pékin, l'heure n'est pas aux mauvaises nouvelles. Le réflexe, la réaction de base d'un régime autoritaire, c'est d'étouffer, c'est de nier, c'est d'éviter aussi le risque d'une panique, en Chine même, c'était de ne pas gêner les autres activités, le déroulement du Nouvel An, qui est la grande fête nationale avec des centaines de millions de personnes qui se déplacent, je dirais le rituel chinois du Nouvel An, qui est un rituel politique aussi. Quelques jours plus tard, le 27 janvier, les rues de la capitale chinoise sont désertes. Le directeur général de l'OMS est reçu en grande pompe par le président chinois. Les deux hommes considèrent que la situation est sous contrôle. This is very, very important, and really we're proud that. And the other important element is the political commitment and your personal leadership, which we have been following. 48 heures plus tard, la direction de l'OMS est de retour à Genève, le siège de l'organisation. Le virus a déjà été confirmé dans une quinzaine de pays. En Asie et en Europe, on commence à s'inquiéter et à critiquer l'attitude du directeur de l'organisation qui ne veut toujours pas déclarer
une urgence internationale. The speed with which China detected the outbreak, isolated the virus, sequenced the genome, and shared it with WHO and the world are very impressive and beyond words. So is China's commitment to transparency and to supporting other countries. In many ways, China is actually setting a new standard for outbreak response, and it's not an exaggeration. And WHO doesn't recommend and actually opposes any restrictions for travel and trade or other measures against China. Il est clair qu'au tout début, l'OMS a hésité et cafouillé. Il y a eu des retards dans la communication par la Chine à l'OMS et dans la reconnaissance par l'OMS du fait de la transmission interhumaine de ce virus. Et cela a certainement été dommageable parce que la perte de temps d'une semaine ou de 10 jours était déjà une perte de temps considérable. Les Chinois ne disent pas tout au début, pendant, on va dire, 15 jours, 3 semaines. À un moment donné, ça devient impossible de ne rien dire. Et on voit un directeur général de l'OMS, le docteur Tedros, qui dit il n'y a pas de déclaration à maladie internationale. C'est là où les gens ont dit, mais pourquoi il ne le dit pas? Mais pour comprendre tout ça, il faut comprendre que l'OMS a ce qu'on appelle un executive board, qui est fait d'une 30aine de pays, et on tombe dans la maladie onusienne, qui est la maladie de l'unanimité. Et vous vous rendez compte aujourd'hui ce que représente le poids de la Chine dans l'executive board. Et donc comment on peut justement obtenir l'acceptation de l'ambassadeur chinois qui représente son pays, de dire oui, ça vient de chez nous et donc nous allons entraîner une épidémie dans le monde. Donc la réponse est non. Le 31 janvier, Donald Trump ferme ses frontières aux Chinois et à tous ceux qui seraient passés par la Chine. Puisque l'OMS ne parvient pas à prendre une décision, le président américain a décidé d'agir de manière unilatérale. Ce jour-là, l'Amérique ne compte pourtant aucun cas. Mais c'est le début d'une longue escalade verbale de la part du président Trump. Il va désormais cibler Pékin et l'OMS à chacune de ses interventions. We're not happy about China, I will tell you that. The ink wasn't dry on a great trade deal, and all of a sudden, the plague comes in from China. We're not happy about it. They could have stopped it. They are a very brilliant nation, scientifically and otherwise. It got loose, let's say, and they could have capped it. They could have stopped it. Don't close your borders to China. Don't do this. They don't report what's really going on. They didn't see it, and yet they were there. They didn't see what was going on in Wuhan. They didn't see it. How do you not see it? Finalement, à la fin du mois de mai, l'administration Trump décide de quitter définitivement l'Organisation mondiale de la santé, doublement coupable à ses yeux, d'abord du retard à déclarer l'urgence internationale, puis la pandémie. Ensuite, d'une trop grande complaisance vis-à-vis de la Chine. The world is now suffering as a result of the malfeasance of the Chinese government. China's cover-up of the Wuhan virus allowed the disease to spread all over the world, instigating a global pandemic that has cost more than 100,000 American lives and over 1 million lives worldwide. Chinese officials ignored their reporting obligations to the World Health Organization and pressured the World Health Organization to mislead the world when the virus was first discovered by Chinese authorities. 但美方仍在无端指责中国和世卫组织，企图借此转移美公众视线，掩盖自己抗疫不力的真相。这种做法很不道德，也欺骗不了世人。
Il est difficile pour l'OMS d'éviter la critique sur le fait qu'elle a été certainement en retard pour prendre des mesures actives dès le début de l'épidémie. Mais l'ONU, l'OMS et n'importe quelle organisation internationale sont constituées de leurs pays membres. Il faut donc le soutien volontaire et la coopération étroite de la part de tous les pays membres pour que l'OMS fonctionne correctement. Je trouve donc très regrettable que ça devienne une lutte politique. Je ne place pas les États-Unis d'Amérique et la Chine au même niveau. Nous n'avons pas la même histoire ensemble, nous n'avons pas les mêmes valeurs, le même rapport aux libertés. Mais enfin, ils sont là. La première et la deuxième puissance sont aujourd'hui face à face. Nous n'avons intérêt ni à leur conflictualité extrême, ni à leur association. Et donc la voie européenne est celle qui consiste à défendre nos valeurs, la force de notre modèle, et à comprendre que précisément les enceintes multilatérales sont celles qui nous protègent le plus, je dirais même davantage, qui nous permettent de porter ces valeurs à l'international. À 180 km des côtes chinoises, l'île de Taïwan, l'un des pays les plus modernes et développés d'Asie. Pékin revendique le territoire depuis 1949, mais son indépendance de fait est soutenue et défendue par les États-Unis. Depuis la reconnaissance de la Chine populaire à l'ONU, Taïwan est isolé, pratiquement exclu de la communauté internationale. Sous pression chinoise, l'OMS refuse de communiquer avec son gouvernement. Même en cas d'épidémie menaçant directement les Taïwanais, les communications sont interdites. Taïwan fait partie de la Chine. Il n'y a qu'une Chine, pas deux. Il n'y a pas d'un côté la Chine et de l'autre Taïwan. Aujourd'hui, toutes les organisations internationales, y compris l'OMS et les Nations Unies, tous les pays, à 20 exceptions près, tout le monde admet que la République populaire de Chine est leur seul membre légal, leur seul partenaire. Ce qui veut dire que le monde entier est d'accord avec la politique d'une seule Chine. Si Taïwan accepte ce principe, et à cette seule condition, il lui sera possible de devenir un observateur de l'OMS, sans problème. Paradoxalement, cette exclusion de l'OMS a permis à Taïwan d'être peut-être le pays qui a le mieux traversé cette épidémie. Les Taïwanais ont été obligés de développer leur propre système d'alerte, leurs propres procédures, seuls au monde. Dès le mois de décembre 2019, alors que l'OMS ignorait tout de la situation chinoise, le gouvernement de Taïwan commençait déjà à protéger sa population. Il y a 17 ans, le SARS a beaucoup marqué et traumatisé les Taïwanais, physiquement, mentalement et économiquement. Donc depuis cet incident, nous essayons de prendre un maximum de précautions possibles pour le problème de l'épidémie. En fait, dès mi-décembre, nous avions déjà reçu quelques informations sur des cas de décès d'une maladie inconnue à Wuhan. Depuis ce moment-là, nous avons pris des mesures pour nous protéger d'une épidémie potentielle. Malgré sa proximité et ses échanges avec la Chine, Taïwan, parmi les premiers pays touchés, compte moins de 10 morts depuis le début de l'épidémie. Un bilan incroyable pour un territoire exclu de la coopération par l'Organisation mondiale de la santé. Au mois d'avril, une journaliste de Hong Kong décide d'interroger un dirigeant de l'OMS sur la situation taïwanaise. Will the WHO consider Taiwan's membership? Le directeur adjoint de l'OMS fait croire à un problème de connexion avant de raccrocher. Hello? Sorry, I couldn't hear your question. Okay, yeah, let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. Right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. Lorsque la journaliste parvient à le rappeler, il refuse purement et simplement de citer le nom de Taïwan.
And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus. Well, we've already talked about China, and when you look across all the different areas of China, they've actually all done quite a good job. So with that, I'd like to thank you very much for inviting us to participate. Taïwan est un pays libre et démocratique. On peut élire notre président. Nous avons un système politique complètement différent de la Chine. En devenant un membre de l'OMS, on espère pouvoir avoir accès aux informations essentielles. On pourrait aussi partager notre expérience sur l'épidémie avec le monde entier. Le paradoxe de Taïwan est cruel pour l'OMS. Le pays qui s'est le mieux défendu contre le virus est celui qui n'a aucun lien avec l'organisation, prisonnière de l'affrontement géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Lors de la création de l'OMS, les fondateurs pensaient pourtant l'avoir mise à l'abri des conflits du monde. C'était le 24 juillet 1948, après la Seconde Guerre mondiale et la création de l'ONU, 55 nations se réunissaient pour donner naissance à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. The suffering of millions of human beings in scores of countries will be alleviated, and many, many thousands of lives will be saved. Le choix de la Suisse n'est pas un hasard, un pays neutre où l'on doit justement laisser les questions politiques de côté. C'est ce que les pères fondateurs ont souhaité en 1948 quand ils ont fixé le siège de l'OMS à Genève. C'était quelque part pour l'éloigner de la New York, siège des Nations Unies politique. La Société des Nations, avant-guerre, avait elle aussi tenté de promouvoir la coopération internationale en matière de santé, notamment après la grippe espagnole entre 1918 et 1920, mais sans atteindre l'ambition de la nouvelle OMS. Quand l'OMS a été créée dans la période immédiate après-guerre, il régnait un climat d'idéalisme et d'aspiration. Ils étaient nombreux de pays différents à croire vraiment en un ordre international, que les Nations Unies et ses différentes agences allaient faire un monde sûr et pacifique, et que nous ne verrions plus jamais une dévastation comme celle de la Seconde Guerre mondiale. C'était l'aspiration. Mais la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS affecte déjà toutes les relations internationales. En 1949, Staline retire l'Union soviétique et le bloc communiste de l'OMS. Presque tous les pays du monde, à l'exception de l'URSS et de ses satellites, se sont groupés afin d'assurer une plus active participation à la grande tâche de veiller sur la santé publique. Au-delà de la rivalité entre les deux géants, deux conceptions de la santé s'affrontent. Une liée au capitalisme et une qui souhaite que la santé soit nationalisée. Après la mort de Staline, Nikita Khrouchtchev engage la coexistence pacifique avec l'Amérique. En 1955, il décide du retour de l'Union soviétique. Ça a créé une parenthèse, une oasis dans l'histoire du monde, qui a permis à l'OMS de prendre sa place et de saisir l'opportunité d'une de ses plus grandes réussites, peut-être la plus grande, c'est-à-dire la campagne pour éradiquer la variole de la surface du globe. Alors que les deux blocs se menacent à Berlin ou à Cuba, ils travaillent main dans la main à l'intérieur de l'OMS. Ma première activité internationale a été de travailler à l'éradication de la variole pendant 2 ans. Pendant ce programme, j'ai travaillé en Inde côte à côte avec des gens du RSS et de beaucoup de pays différents. Et nous avons tous travaillé techniquement pour accomplir ce but commun, alors que la guerre froide continuait par ailleurs d'enflammer la sphère politique internationale. Les techniciens, eux, ont travaillé main dans la main et ont éradiqué un fléau qui, pour la seule année 1967, avait causé 2 700 000 morts. À la fin des années 70, l'Organisation mondiale de la santé annonce l'éradication de la variole. As I am concerned, I believe surely that it is the last case in the world. Dans les années 70, l'OMS a ainsi vaincu l'un des virus les plus meurtriers et généralisé l'usage des antibiotiques.
L'organisation est passée de 55 à 150 États membres. Et sous l'impulsion de ces nouveaux pays du Sud qui la rejoignent, elle décide d'être encore plus ambitieuse. Réunie en 1978 à Alma-Ata, au Kazakhstan, l'une des républiques soviétiques, l'OMS affirme qu'elle n'est plus simplement une agence de coopération sur les maladies, mais qu'elle devient le garant de la santé pour tous, partout et sur tous les plans. C'était une importante conférence internationale et la déclaration de Alma-Ata a stipulé que les déterminants sociaux de la santé devaient être pris en compte. La politique sanitaire devait ainsi être formulée au croisement de tous les secteurs d'un pays et son économie notamment devait être régulée pour que la santé puisse toujours primer. L'objectif c'était l'égalité universelle, la santé pour tous pour l'an 2000. C'était le rêve glorieux et un peu naïf de la déclaration d'Alma-Ata. Mais ce qui devait être le point de départ d'une nouvelle ambition tourna vite au fiasco. Et Alma-Ata marqua le début de la reprise en main de l'organisation par les intérêts particuliers des États membres. C'était très menaçant pour les nations les plus puissantes. Parce que ces pays ne veulent pas d'un ordre économique juste et égalitaire. Ça va à l'encontre de leurs intérêts. Et donc, le projet a été abandonné très rapidement. Beaucoup de pays du Nord devenaient très conservateurs, comme le Royaume-Uni notamment quand Margaret Thatcher est devenue Premier ministre, ou les États-Unis quand Ronald Reagan devint président. Alors ils n'aimaient pas que ces pays, leurs anciennes colonies du Sud, étaient en train de devenir numériquement dominants dans l'Assemblée mondiale de la santé. Cette fracture politique entre pays riches et pays en développement existe toujours. Elle marque aujourd'hui la frontière entre les alliés américains et les alliés chinois à l'OMS. Et dès la fin des années 70, elle va avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement de l'institution, alors que se profile une nouvelle épidémie mondiale, celle du VIH. Au moment où on a décrit quelques centaines ou quelques dizaines de cas à Los Angeles, à San Francisco, puis à New York en 79, il y avait déjà des centaines de milliers, et possiblement des millions de personnes infectées en Afrique. La crise du sida n'était pas la même partout. Certains pays avaient des taux d'infection bien plus élevés, notamment le sud de l'Afrique, où c'était encore pire que dans la partie nord du continent. Alors, il y avait, je ne sais pas, peut-être 30 millions de gens qui n'avaient pas accès aux médicaments anti-sida à ce moment-là, dans ces pays en voie de développement. Ils n'avaient aucun espoir, ils allaient tous mourir. L'OMS tergiverse, perd du temps. Elle ne semble pas capable de prendre la mesure de ce qui est en train de devenir une pandémie, mais aussi un problème moral et politique à travers le monde. Il y avait à la fois un climat qui n'était pas un climat d'attention générale au sujet infectieux, il y avait une personnalité indécise à la tête de l'organisation, il y avait déjà des États membres qui ne soutenaient pas particulièrement l'organisation, et puis il y avait beaucoup d'incertitudes sur la maladie. Et le monde, quand il a réalisé ce qui se passait, s'est ressaisi et a dit c'est une pandémie globale, le virus n'a pas de frontières, on ne répondra à cette épidémie globale qu'avec une réponse globale. Et c'est ainsi qu'on a créé un programme spécial des Nations Unies, qui est un secrétariat, l'ONU-SIDA, qui regroupe 11 agences des Nations Unies, parmi les plus importantes. Les Nations Unies prennent donc directement en main le dossier SIDA. C'est une première pour la communauté internationale. Je comprends pourquoi ONU-SIDA a été créé à ce moment-là pour répondre à cette maladie. Mais cela a généré beaucoup de problèmes de mettre sur pied une organisation de l'ONU dédiée à une seule maladie. Les effets collatéraux ont affecté les systèmes de santé dans beaucoup de pays, ce qui a conduit à négliger d'autres problèmes de santé importants.
Donc, quand l'ONU-SIDA a été établi, il a certes réglé certains problèmes, mais il a aussi créé de nouveaux problèmes. Et j'aimerais d'ailleurs à ce propos dire que cette pandémie n'est pas terminée. Le sida continue, avec tous les progrès qu'on a fait, de faire 700 à 800 000 morts par an dans le monde. À la fin des années 90, l'OMS a ainsi perdu le monopole de la gestion des crises sanitaires. Pour l'essentiel, c'est à cause de sa gouvernance trop faible. Mais face à des défis de plus en plus nombreux, l'organisation souffre de sa petite taille. En 2020, son budget approche 5 milliards d'euros. Un chiffre impressionnant, mais ce n'est finalement que le budget d'un seul grand centre hospitalier français. Clairement, le budget de l'OMS est tout petit, même comparé au budget de la santé d'une grande ville. L'OMS n'a donc pas les moyens de faire ce qu'elle devrait faire. Et à chaque fois qu'il y a une urgence, l'organisation doit lancer des appels aux dons pour pouvoir répondre à cette urgence. Ronald Reagan, le président américain dans les années 80, a été le premier à comprendre que ce faible budget lui donnait un pouvoir politique sur l'organisation. Mécontent de voir l'équilibre de l'OMS se déplacer vers les pays en voie de développement, il décide, bien avant Donald Trump, de limiter la contribution financière des États-Unis. Les États-Unis et les pays du Nord étaient en train de perdre le contrôle des politiques et de l'agenda de l'OMS. Et donc, ils ont commencé à vouloir punir l'OMS. En 1980, les États-Unis avaient commencé par geler le budget. Puis, l'administration Reagan a diminué sa contribution de 20%. Alors qu'un budget gelé, dans un monde d'inflation et de croissance, c'était déjà une diminution effective. Ça a tout cassé. La capacité sanitaire de l'OMS, son système médical, ses moyens de surveillance, tout ça a été décimé. Pour augmenter ses ressources, l'OMS se met alors à diversifier ses sources de revenus. Les contributions obligatoires des États membres ne représentent que 20% de son budget. Le reste, ce sont des contributions volontaires, des dons. Majoritairement des États membres, comme les 2 milliards que la Chine vient de promettre, mais aussi d'institutions privées, et cela n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement de l'OMS. Un exemple de comment la philanthropie privée peut, à mes yeux, tordre l'agenda de l'OMS, c'est l'éradication de la polio. Attention, je suis évidemment pour l'éradication de la polio, mais seulement si c'est fait d'une manière qui ne met pas en péril d'autres programmes éventuellement plus importants. En ce moment, des montants très importants du budget de l'OMS sont dirigés vers l'éradication de la polio, qui n'est pas l'un des plus grands problèmes sanitaires du monde. Et c'est un projet un peu vaniteux de la Fondation Gates. 30 years ago, in starting Microsoft, we had a very ambitious vision, a computer for everyone. Now I join you in seeking to achieve an even more important vision, which is good health for every human being. Le deuxième financeur de l'OMS, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Ce qui veut dire que si le jour où M. Gates dit « Moi, je veux bien donner autant d'argent, mais je préférerais qu'on le dirige vers le vaccin contre la poliomyélite. » Donc voilà, donc aujourd'hui, le directeur général de l'OMS, on lui donne de l'argent, des pays lui donnent de l'argent, à condition qu'il fasse tel ou tel programme. Ça, c'est pas possible. Pour satisfaire ses donateurs, l'OMS multiplie les campagnes grand public sur la santé sexuelle ou contre le tabagisme. Mais il lui est plus difficile de s'adapter aux menaces épidémiques minoritaires. Pourtant, au tournant du siècle, le monde est en train de changer.
L'émergence de la Chine donne une autre dimension à la mondialisation. Le pays le plus peuplé de la planète se transforme à une vitesse jamais vue dans l'histoire moderne. Empire rural et paysan, il devient un géant industriel et urbain. Des changements qui créent une nouvelle dynamique virale quand les marchés d'animaux vivants s'installent au milieu des mégapoles. À la fin de l'année 2002, un coronavirus animal parvient à franchir la barrière des espèces dans la ville de Foshan, dans le sud de la Chine. C'est le début d'une épidémie de pneumonie atypique qui va progresser silencieusement dans le pays. Le monde n'apprend son existence que lorsqu'elle commence à faire des victimes à Hong Kong. Alors que le monde commence à être affecté par ce qu'on appelle désormais le SRAS, la Chine continue de nier son existence. Ils ont dit ce n'est rien de sérieux. C'était une infection, nous le savions déjà. Ils ont dit qu'ils l'avaient stoppé, qu'il n'y avait plus de contagion. Alors l'OMS a choisi de se renseigner durant une semaine, pendant que le virus apparaissait à travers le monde. Et la directrice générale a pris la décision courageuse de dénoncer la Chine en disant qu'elle mettait le reste du monde en danger en n'étant pas transparente sur ce qui se passait chez elle. Gro Harlem Brundtland, la directrice générale de l'OMS, a choisi David Heymann, son chef épidémiologiste, pour sonner la charge. À Pékin, les rues sont désertes. Tout le monde porte un masque. Mais le régime ne s'attendait pas à être mis en cause. David Heymann multiplie les déclarations jusqu'à New York, à la tribune des Nations Unies. We hope that this will set a precedent in China because infectious diseases know no borders. An infectious disease in one country today, when there's rapid transport around the world, is an infectious disease problem for any country. Face à la fermeté de l'OMS, Pékin décide de reculer. Le ministre de la Santé est démissionné et le régime commence à partager ses informations. La directrice générale de l'OMS a gagné son bras de fer. Madame Brundtland était une ancienne chef d'État en Norvège. Elle était pédiatre, donc elle comprenait clairement la politique et les questions techniques de la médecine. D'autres directeurs généraux n'ont pas eu la même volonté de prendre des positions politiques. Mais elle était une directrice forte et elle n'attendait pas le consensus de tous les pays avant d'agir. Elle agissait et ensuite rassemblait les pays autour de son point de vue pour approuver ce qu'elle avait fait. Ce leadership de l'OMS a eu une efficacité énorme, malgré les résistances de la Chine. Mais la Chine était offensée, elle était en colère, elle était insultée. Et cela va hanter l'OMS et le monde jusqu'à aujourd'hui. 3 années plus tard, alors que le coronavirus du SRAS a totalement disparu, l'OMS se donne une nouvelle directrice générale. Margaret Chan, l'ancienne responsable de la santé de Hong Kong, révélée au monde par la crise sanitaire, prend la tête de l'organisation. I would like to thank my country for nominating me to this post. And also I would like to thank the Hong Kong and Macau Special Administrative Region governments, alongside with the central government, provided me with a lot of support during the 3 months of a campaign trail. Avec Margaret Chan, Pékin affiche ses ambitions. L'OMS est un objectif prioritaire de sa stratégie internationale.
D'abord, elle était une citoyenne chinoise. Elle avait le soutien de la Chine et les Chinois pensaient qu'elle serait coopérative et conciliante avec eux. Ils étaient très mécontents de la manière dont Brundtland les avait traités. Et d'un certain point de vue, leur choix était le bon. La nouvelle directrice générale a pourtant à sa disposition un nouvel instrument extrêmement puissant pour asseoir son indépendance. En 2005, les États membres de l'OMS ont voté ce qu'ils appellent le Règlement sanitaire international. Il donne l'autorisation à l'OMS d'alerter sur les phénomènes sanitaires, les événements sanitaires graves qui peuvent se produire, et il lui donne même l'autorisation de dénoncer publiquement les manquements des États, c'est-à-dire le retard ou la dénégation de le retard de la réaction ou la dénégation de ces phénomènes. Mais de l'autre côté, l'OMS fait partie du système des Nations Unies dans lequel la règle fondamentale est la non-ingérence. Et donc, d'un côté, on prescrit à l'OMS de s'ingérer dans les affaires politiques des États, car toute épidémie est un phénomène politique, et de l'autre, on lui dit pas question de vous ingérer dans les affaires politiques des États. Regardez ce qui se passe à l'OMC. À l'OMC, lorsqu'un pays est hors cadre, il est immédiatement recadré par le directeur général de l'OMC et par les collègues. Et s'il continue à ne pas être dans les clous, il peut sortir de l'OMC. Mais sortir de l'OMC, c'est dramatique pour un pays. Eh bien, ce que les hommes ont accepté pour l'économie, pour le capitalisme, pour le commerce, ils n'ont pas été capables de le faire pour la santé humaine. Et c'est dramatique. Constamment, depuis 40 ans, l'OMS, comme d'autres institutions qui servent l'intérêt public, a été affaiblie. Ce n'est pas une erreur involontaire, c'est voulu. On ne veut pas d'une OMS puissante. On veut une OMS qui serve une santé mondiale qui est considérée comme un marché de milliers de milliards de dollars. Budget limité, gouvernance faible, c'est en 2014 en Afrique de l'Ouest que les errements de l'OMS vont provoquer les conséquences les plus dramatiques. Au Libéria, au Sierra Leone et en Guinée, le virus Ebola multiplie les foyers d'infection. Sur le terrain, les équipes de Médecins sans frontières voient la vague monter, sans réponse politique internationale. En mars, ils décident de lancer l'alerte. On est confronté à une épidémie d'un type qu'on n'a jamais vu, une ampleur qu'on n'a jamais vue, par la répartition du nombre de cas sur le territoire. Quelques jours plus tard, à Genève, l'OMS estime que cela ne constitue pas une menace internationale. WHO does not recommend any travel and trade restrictions. They don't make public health sense. L'OMS a mis des mois à réagir alors que le virus était en train de flamber, que la mort, Ebola, c'était 60% de mortalité. Et l'OMS semblait regarder ailleurs, en dépit des appels que certaines ONG, dont Médecins sans frontières, avaient lancés, alors que l'épidémie se diffusait dans des endroits très peuplés, avec des conséquences fatales en grand nombre. L'OMS n'a pas réagi. Il faut attendre le 8 août 2014, 6 mois après le début de l'épidémie, alors qu'Ebola a déjà fait plus de 2000 victimes, pour que la directrice de l'OMS réagisse enfin. This morning, I am declaring the current outbreak of Ebola virus disease a public health emergency of international concern. Lorsque l'épidémie sera déclarée éteinte en 2016, elle aura fait 10 000 morts dans une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest. L'OMS, à nouveau, se prépare à changer de directeur général. Excellencies, ladies and gentlemen, first of all, I would like to say
Philippe Douste-Blazy, ancien ministre français de la Santé et secrétaire général adjoint de l'ONU, présente sa candidature. To present my candidacy for the post of Director General of the World Health Organization. Quelques mois plus tôt, il était à Pékin pour aller s'assurer du soutien chinois pour son élection. Hélas, le président chinois lui annonce qu'il a choisi le candidat africain, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Lorsque la Chine décide aujourd'hui d'aider un candidat, il a évidemment beaucoup plus de chances que notre, puisque le nombre de pays aidés par la Chine peuvent être amenés, ou on peut leur demander de voter pour ce candidat. Mais ça, c'est une élection, je dirais, classique, malheureusement, comme ça. Jusqu'à maintenant, on peut pas dire qu'il y a mieux que la démocratie. C'est donc le docteur Tedros qui est élu et qui devient le premier directeur général d'origine africaine de l'OMS. L'Éthiopien n'est pas un inconnu. Il a été ministre de la Santé et des Affaires étrangères dans son pays pendant une quinzaine d'années. J'étais le directeur du Fonds mondial quand il était ministre de la Santé en Éthiopie. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Il a d'ailleurs été le président du conseil d'administration du Fonds mondial. Il a mené des réformes de santé assez remarquables en Éthiopie. Donc, aux yeux des Africains, notamment, avant son élection, il avait une légitimité d'un réformateur de la santé et des soins de santé primaires. Je considère le docteur Tedros comme l'un des tout meilleurs ministres de la Santé que l'Afrique ait connu. Et je ne suis pas la seule à le penser. Beaucoup d'autres personnes le pensent aussi. Il a passé une décennie à augmenter le nombre d'hôpitaux, à améliorer la gestion des hôpitaux, améliorer la qualité des soins, à former des personnels de santé et en faire des agents de sa politique sanitaire afin que chaque personne puisse avoir accès aux soins dans un pays très très pauvre. Mais il existe une autre facette du nouveau directeur de l'OMS. Pendant 15 ans, il a été ministre du régime autoritaire éthiopien, responsable de la mort de centaines d'opposants politiques. Lorsqu'il était ministre de la Santé, il a plusieurs fois refusé de reconnaître des épidémies dans le pays pour ne pas effrayer les investisseurs. Les équipes MSF rapportaient plusieurs cas de choléra, donc une épidémie, tandis que le ministre de la Santé à l'époque disait que non. Il y a des cas de diarrhée aqueuse aiguë, acute watery diarrhea, et il n'y a pas de choléra, avec des menaces d'expulsion des équipes de Médecins sans frontières s'ils ouvraient, comme on dit, beaucoup leur gueule pour dénoncer l'existence d'une épidémie de choléra en cours. Quelques jours après son accession à la tête de l'organisation, le docteur Tedros nomme ambassadeur de l'OMS Robert Mugabe, l'ancien dictateur du Zimbabwe. Robert Mugabe's appointment to the WHO as a WHO ambassador, quite frankly, I thought it was a bad April Fool's joke. It is absolutely unacceptable, absolutely inconceivable that this individual would have a role as a goodwill ambassador for any organization, much less the World Health Organization. Face au tollé international, le docteur Tedros est obligé de se rétracter. Mais son message est clair, la santé est une question politique et la politique se construit avec des alliés. C'est quelqu'un qui a été élu par une coalition de pays poussés par la Chine, de pays du Sud et de pays africains, de façon logique. La fin de la domination occidentale sur une organisation technique importante de l'ONU. Le paradoxe, c'est que ce sont encore les Occidentaux qui financent très largement l'OMS, mais ils ne contrôlent plus du tout son fonctionnement politique à partir de l'Assemblée des États membres. L'Organisation mondiale de la santé, elle est prise dans la tension qui n'a pas commencé avec le Covid-19 et qu'on voit depuis plusieurs années poindre, mais dans la tension entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Et il ne faut pas que le multilatéralisme soit la victime de cette tension. D'abord parce que ça nous ferait reculer en termes de coopération internationale, de savoir, de capacité à nous organiser.
Ensuite, parce que ça n'aurait aucun sens. Et enfin, parce que nous, Européens, et nous, Français, nous en serions les victimes. À la tête des organisations internationales, les candidats européens ou américains sont déjà victimes de la stratégie chinoise. Désormais, Pékin mobilise tous ses alliés pour faire élire ses candidats. Parfois, ils viennent de pays amis, comme le Dr Tedros. Parfois, il s'agit directement de fonctionnaires du régime de Pékin. Señor Hu Dongyu, China. Le Chinois Chu Dongyu a été élu en 2019 à la tête de la FAO, l'agence des Nations Unies qui lutte contre la faim dans le monde. Un poste au moins aussi stratégique que l'OMS. En 2016, Meng Hongwei, responsable de la sécurité d'État à Pékin, était élu à la tête d'Interpol, l'agence internationale de coopération policière basée à Lyon. Une élection extrêmement controversée, étant donné le rôle de la police en Chine dans la répression politique. En 2018, le directeur chinois d'Interpol a disparu du jour au lendemain, déchu par Pékin qui l'accuse de corruption, sans en informer ses partenaires dans l'agence internationale. Aujourd'hui, des représentants du gouvernement chinois se trouvent ainsi à la tête de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, et de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, où se discutent les très stratégiques normes de la 5G. Un Chinois dirige également le département des affaires économiques et sociales de l'ONU. Enfin, la Chine joue désormais un rôle clé dans la Commission des droits de l'homme de l'ONU, elle aussi à Genève. La population chinoise dépasse le 5e de la population du monde. Les données de l'économie, de l'industrie manufacturière ou du commerce de la Chine sont toutes au premier ou au second rang mondial. Il y a de plus en plus de Chinois qui entrent dans les institutions internationales et qui en deviennent les dirigeants. C'est inévitable, personne ne pourra l'arrêter. La Chine n'est pas prête à accepter toutes les insultes, toutes les discriminations ou des traitements inégaux imposés à notre pays et à son peuple. Il n'est pas acceptable d'attaquer ou de créer des fake news à propos de la Chine. Mais la Chine a d'abord une stratégie qui consiste à bâtir ses propres équilibres. Et elle a besoin du monde sur le plan économique pour maintenir ses équilibres internes, de production, de stabilité, d'enrichissement de sa classe moyenne. Et elle a, depuis plusieurs années maintenant, la volonté de rentrer dans l'ordre international tel que nous l'avons établi. Le pari qui est le nôtre, c'est de savoir si la Chine, en entrant dans l'ordre international, change pour correspondre à ses valeurs universelles et à ce qui permet à cet ordre depuis plus de 70 ans de vivre et d'assurer une stabilité, ou si elle le change. Mais si la Chine peut aujourd'hui pousser ses candidats dans les organisations internationales, elle le doit également à la désertion des États-Unis. L'Amérique de Trump ne croit plus au multilatéralisme. Elle mélange l'OMS et les autres organisations dans ses critiques lorsqu'elle ne s'aligne plus sur les positions américaines. They consider China a developing nation, and because China's a developing nation, they take massive advantage of the United States. Why didn't other presidents stop this? I've been talking about it from the day I got in, and we're looking at that very, very strongly. World trade, so I have a problem with world health and world trade, both of them. I'm not sure which is worse, you want to know the truth, but we'll figure it out, okay? Aujourd'hui, les États-Unis, qui jouent pourtant le premier rôle au sein de l'ONU, se sont retirés de nombreuses organisations internationales et très importantes. Par exemple, ils se sont retirés du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, de l'UNESCO, l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, ou encore les accords de Paris. Vous avez d'un côté une Chine qui agit à l'intérieur des Nations Unies, non pas tant pour créer un programme ou une action nouvelle, mais pour se légitimer, pour se protéger de façon défensive, pour en gros empêcher
tout ce qui pourrait nuire à ses intérêts, et en particulier ses intérêts directs. Pas nouveau, d'autres pays le font, mais vu la taille de la Chine et vu l'ampleur et parfois le côté un peu aberrant des intérêts qu'elle défend, c'est plus grave. Et vous avez en face d'elle les États-Unis, dont le réflexe numéro 1 est de dire « puisque nous n'aimons pas la façon dont l'instrument fonctionne, cassons-le ». L'Organisation mondiale de la santé est victime de ce face-à-face entre la Chine et les États-Unis. Elle est victime également de l'émotion soulevée par la plus grande pandémie du siècle. Une majorité de l'humanité a été confinée, chacun a connu la peur, la colère, puis l'espoir. Il faudra plus que des commissions d'enquête pour savoir si elle aurait pu faire mieux. Les grandes pandémies, l'histoire de l'humanité nous l'enseigne. Elles se soldent toujours en cherchant des coupables. Toujours. Et le coupable est tout désigné. Et dans un moment où l'esprit, le vent mauvais qui souffle dans le monde contemporain est plutôt au nationalisme, une organisation internationale lointaine est toute désignée pour porter la culpabilité. Parce que c'est inquiétant de la faire porter sur un collègue puissant, parce qu'on a toujours vite fait de ne pas voir nos propres faiblesses. Je crois que ce serait profondément injuste. Malheureusement, au XXIe siècle, notre multilatéralisme est en danger. Chaque pays considère que la seule et unique priorité est lui-même. Chaque pays, et notamment les États-Unis, qui considèrent désormais l'Amérique d'abord. Et c'est dangereux de penser ainsi. Alors comment réformer l'institution pour qu'elle retrouve son efficacité dans la lutte contre les épidémies, pour qu'elle parvienne à dépasser la rivalité entre la Chine et les USA? Je ne pense pas qu'il faille créer une autre structure pour répondre aux événements sanitaires d'urgence, car elle tomberait dans les mêmes travers que les autres. Je ne pense pas qu'il faut affaiblir l'OMS, comme l'a fait Trump, en la privant d'une partie de son budget, ou bien encore en créant des structures concurrentes qui forcément vont entrer en frottement avec l'OMS et n'assureront certainement pas de meilleurs services. Donc, à mon sens, il faut obtenir des États l'engagement de respecter les règles qu'ils ont eux-mêmes fixées. On peut espérer que nos dirigeants aient retenu la leçon. Mais vous savez, parfois ils n'apprennent rien. C'est cela le malheur. Alors espérons que les leaders du monde aient clairement compris l'importance d'être bien préparés pour la prochaine pandémie quand elle surviendra. La crise du coronavirus aura assurément servi de signal d'alarme. À la fois sur le fait que d'autres pandémies sont non seulement possibles, mais probables, un enjeu majeur pour l'humanité. Mais aussi que le système de santé mondial est fragile et insuffisamment armé pour y faire face. Et pour s'y préparer, il faudra dépasser le désordre mondial de notre époque, dont la crise de l'OMS est le symptôme plus que la cause.